professeur Issik, vous avez bien voulu venir aussi pour nous parler d'un autre thème qui concerne, là encore, les traumatismes et leurs conséquences en termes d'addiction. Vous avez une petite demi-heure devant vous. Voilà. Et puis, vous avez la parole quand vous voulez. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Romain Issik, je suis professeur de psychiatrie et d'électologie au GHU à PHP-Nord, et plus précisément à l'hôpital Fernand Vidal. Donc également enseignant à l'Université Paris-Cité et puis chercheur à l'INSERM, une unité qui s'appelle Optimisation thérapeutique en neuropsychopharmacologie. Et donc surtout, on est dans une équipe qui s'occupe de variabilité de réponse. Et c'est très important. Alors, en fait, les sujets qu'on aborde aujourd'hui, c'est en fait variabilité de réponse au trauma, finalement, et aussi variabilité de réponse à l'usage de substances. On va pouvoir en parler un petit peu. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Au contraire, c'est vraiment un plaisir d'être là ce matin. Et donc, l'idée, c'était de voir trauma et addiction, comment ça pouvait être lié, c'est-à-dire surtout à quel point, parce que là, on ne va pas redire que c'est lié aujourd'hui. Et la question, c'est de voir un peu si on a des pistes pour savoir comment c'est lié. Donc, je pense que ça enchaîne aussi bien avec la présentation de Patrice Louville. Alors, c'est important, qu'est-ce qui peut donner lieu à addiction? Et donc, c'est important de rappeler qu'une minorité des personnes qui consomment des substances ou qui utilisent des jeux d'argent et de hasard ou des jeux vidéo développent des critères d'addiction. C'est la minorité. Ce qui est le produit le plus addictif, c'est le tabac. Donc 40% des expérimentateurs de tabac auront une période d'addiction au tabac dans leur vie. Et pour toutes les autres substances, c'est beaucoup plus bas. Donc ce n'est pas un encouragement à consommer, c'est juste pour dire que nous, quand on s'occupe d'addiction, on s'occupe de troubles, de maladies, de pathologies. La façon dont elles arrivent est extrêmement complexe. L'addiction en elle-même, c'est une maladie assez facile à définir finalement. Souvent, d'ailleurs, il y a un excès de diagnostic, à mon avis, dans les addictions. On pourra aussi en parler. Et donc, ce sont des substances et des activités qui sont potentiellement addictives. Donc là, c'est assez facile de faire les liens avec des facteurs de risque éventuellement forts, comme des événements traumatogènes dans l'enfance. C'est que c'est potentiellement addictif. Et donc, on peut se retrouver avec une vulnérabilité individuelle qui est différente et qui est supérieure à la moyenne. Et quand on cumule beaucoup de facteurs de risque et peu ou pas de facteurs de protection, et bien là, le risque devient très élevé. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'addiction, très brièvement, c'est pas je consomme et je m'arrête, et puis quand je m'arrête, j'ai des symptômes de sevrage. Il y a un truc qu'on connaît bien en médecine, par exemple, c'est le sevrage en corticoïdes. Donc, il n'y a pas d'addiction aux corticoïdes. Et pourtant, arrêter brutalement un traitement par corticoïdes qui est à dose assez forte, on va dire, ça peut entraîner un sevrage qui peut être mortel. Donc, l'addiction, c'est pas le sevrage, l'addiction, c'est la perte de contrôle. Ça veut dire qu'on ne gère pas et qu'on continue ce comportement. Donc, c'est une définition comportementale, ça c'est essentiel. Ce n'est pas une définition chimique ou toxicologique. On continue un comportement, alors même qu'on a, je dirais, qu'on accumule beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages ou de plaisirs. Et donc, quand on a une addiction, on consomme en fait par obligation. On est poussé par son addiction, on a pas mal d'explications, alors certes encore descriptives, intéressantes, qui soutiennent ça, y compris même des modèles animaux, on va en parler un tout petit peu. Adversité dans l'enfance, de quoi on parle alors? Je pense que Patrice Louville a bien fait le tour déjà. Il y a plusieurs outils de mesure des événements traumatogènes de l'enfance. Et puis là, pour le côté descriptif par rapport aux addictions, on va s'intéresser par exemple à une étude et puis qui a généré en fait un score qui s'appelle ACE, où en fait c'est un score cumulatif. Donc c'est bien pour la population générale, parce que c'est assez sensible, à mon avis, dans des populations avec déjà des troubles psychiatriques. C'est peut-être un petit peu juste comme évaluation, mais et en fait qui cumule tout ce que vous voyez ici comme type possible d'adversité dans l'enfance. Et vous avez un score possible de 0 à 10. Donc cette grande étude de cohorte, c'est en population générale. Alors population générale non tirée au sort. Ça ne respecte pas les standards, ou quand vous voulez vraiment dire que c'est une population générale, elle doit correspondre en tout point ou presque à votre population nationale selon votre dernier recensement. C'est comme ça qu'on fait quelque chose où on dit, oui, la dernière étude pour ça en population française, elle date de 2000. On n'a pas eu d'autre depuis. Donc en France, on n'a qu'une étude correcte en 2000,
où on a regardé, bah oui, notre population, elle correspond bien au recensement en termes de genre, de revenus économiques, de tout ce qu'on veut. Parce que sinon, on fait des études dans les hôpitaux, par exemple, moi le premier. Donc si vous allez au centre d'addictologie près de la gare du Nord, là où je travaille, bah, vous générez des chiffres et bizarrement, vous avez une population qui n'est pas exactement comme la population française. D'accord ? Donc bon, c'est important de ramener toujours à la population de départ. Donc les scores ACE, là je pense qu'on ne voit pas grand-chose. Donc il y a en fait jusqu'à 10 questions. La 10e, par exemple, c'est est-ce qu'un membre du ménage, donc du foyer, est déjà allé en prison ? Ça, on a vu ça tout à l'heure dans les variables que Patrice Loville a montré. Et puis, la numéro 2, est-ce qu'un parent ou un autre adulte du ménage, donc là, je pense que c'est un peu la notion de caregiver, pour le coup, même s'ils sont pas toujours ils n'habitent pas toujours au même endroit, vous a déjà poussé, empoigné, giflé, ou jeté quelque chose dessus, ou bien frappé si fort que vous aviez des marques ou des blessures. Donc là, c'est des réponses en oui-non. On va voir qu'il y a d'autres questionnaires qui quantifient un peu mieux peut-être cette exposition à des événements traumatogènes. Mais c'est quand même possiblement pas trop sensible. C'est-à-dire que, alors on n'est pas là pour rentrer forcément dans un débat moral aussi et social pour dire est-ce qu'on a le droit de donner des fessées ou pas, mais enfin là, c'est pour dire les choses autrement, c'est pas la simple fessée. Il y a quand même une volonté dans la question de repérer quelque chose d'assez fort. Que c'est vrai que sinon, on ne pourrait pas trop interpréter, quoi. Si c'était juste... Et après, ça dépend aussi évidemment des cultures et des sociétés. Alors globalement, on va regarder peut-être juste le score de 0 finalement. Donc dans cette population américaine, il y avait 36% des personnes qui avaient un score à 0. Voilà, donc ça veut dire que les 2/3 avaient plus. Et si on regarde 4 ou plus, on est à 15% des femmes et 9% des hommes. Et vous voyez ici, c'est ça à mon avis le plus intéressant sur ce tableau, c'est que les femmes se démarquent des hommes quand même, surtout, alors d'ailleurs il faudrait faire des tests pour comparer les pourcentages, mais surtout avec un score de 4 ou plus. Donc plutôt des événements, une adversité dans l'enfance plus sévère finalement. Hein. C'est un peu plus fréquent chez les femmes, ça c'est assez bien démontré. Mais là vraiment on voit que c'est le niveau de sévérité qui finit par plus distinguer finalement femmes et hommes, en tout cas dans cette étude. J'ai cherché, hein, après 2007, j'ai pas trouvé de tableau qui mettait encore par année le nombre de signalements pour maltraitance en fait. Par contre, ce que j'ai vu c'était assez stable. Oui, je veux bien. Il me semble que c'est assez stable, mais peut-être que tu me diras, peut-être depuis que des numéros ont été mis en place, et aussi il y a eu beaucoup de médiatisation par exemple, ce qui s'est passé dans l'Église catholique, enfin, etc. Peut-être que ça a augmenté. Mais globalement, c'était assez stable, dans ce que j'ai regardé, avec un total de 19 000 signalements par an. Et en fait, pour finir sur la description pure de l'étude, des données générées par l'étude donc, américaine ACE, pour y revenir, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont regardé le coût sociétal. Des fois, on est un peu gêné de, justement, est-ce que c'est immoral de regarder combien de dollars par an ça coûte un malade mental ou quelqu'un qui s'est fait taper dessus quand il était petit, pour dire des choses comme ça. En même temps, est-ce qu'il y a autre chose que les décideurs comprennent ? C'est pas sûr. Justement, peut-être parce que l'argument moral, par exemple, de dire déjà, c'est pas bien de taper sur un enfant, en tout cas, avec cette sévérité-là. Donc, ça coûte 748 milliards de dollars par an aux États-Unis. Et en fait, la projection, c'est que si on réduit de 10% la fréquence de l'adversité, la projection, c'est qu'on économise 56 milliards de dollars. Donc ça, c'est sur l'aspect vraiment monétaire, mais c'est probablement en France, on manque quand même de choses comme ça. Vous voyez, on dit, oh là là, ça coûte cher d'hospitaliser quelqu'un pendant 10 jours pour un sevrage. Oui, mais est-ce qu'on a mis le coût de ces 50 passages aux urgences de l'année d'avant, de ces 3 passages en réanimation, qui coûtent beaucoup plus cher qu'une hospitalisation en psychiatrie ou en addictologie, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on fait assez peu. Et pourtant, c'est utile. Pardon ? Oui, c'est peut-être un truc plus général, effectivement. En tout cas, dans la santé, on a du mal. On sait que les soins dans les troubles psychiatriques, ça représente entre 1 et 5% du coût total de ce que coûte quelqu'un qui a, par exemple, un trouble bipolaire chaque année. Donc, c'est vraiment ridicule par rapport à d'autres éléments. Et enfin, si on regarde, on va s'intéresser par exemple à l'usage d'héroïne et de crack. Alors, c'est les seuls chiffres que j'ai. Donc, l'usage d'héroïne, c'est pas une maladie. Encore une fois, je vous encourage pas, mais c'est pas une maladie, d'accord ? On a l'usage de cannabis, qui est possiblement encore un peu moins une maladie. L'excès d'alcool, qui est pas une maladie, mais qui est une prise de risque certaine, et le tabagisme actuel. Le tabac, c'est une des seules substances où on peut juste faire comme équivalent d'addiction le fait de fumer tous les jours.
au moins 5-10 cigarettes, bon, ça on ne sait pas trop, mais les autres substances, on est obligé de poser plein de questions sur la perte de contrôle, au moins le tabac, on est sûr. Et donc, comme on disait, si on réduit de 10%, toujours la même réduction, on réduit probablement la fréquence de l'usage d'héroïne et de crack de 2/3, l'usage de cannabis de 42%, excès d'alcool 38% et tabagisme actuel. Donc c'est en gros une réduction de 40%, et c'est peut-être même beaucoup plus pour héroïne et crack, si vous réduisez de 10% la survenue des événements indésirables, de l'adversité sévère dans l'enfance. Alors très très brièvement, pour résumer les résultats de plein d'études basées sur des cohortes là, que j'ai mis en bas à droite, l'adversité dans l'enfance, dès l'adolescence, ça multiplie le risque d'addiction du tabac jusqu'au crack, on va dire, par 1,5 jusqu'à... donc 1,5 c'est plus 50% de risque, et jusqu'à x4. Surtout, et ça on va aussi en parler un tout petit peu, ça multiplie le nombre de diagnostics d'addiction. C'est-à-dire que non seulement ça augmente le risque d'addiction, mais en plus, ça augmente la probabilité que vous ayez plusieurs addictions. Et plusieurs addictions, en général, parce qu'on ne sait pas bien mesurer la sévérité des addictions, finalement, c'est beaucoup plus sévère qu'une seule. C'est assez facile à imaginer, mais enfin, c'est bien de le démontrer. L'adversité dans l'enfance, ça augmente fortement le risque d'addiction. On se demande s'il n'y a pas un effet dose. Il y a plus d'addiction, mais aussi plus on a de scores de trauma, finalement, plus le risque est élevé. Et donc la question qu'on s'est posée, entre autres, nous, dans nos équipes, c'est, parmi les personnes qui souffrent d'addiction, c'est quoi le poids d'adversité dans l'enfance? C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une clinique déjà très lourde, qui ont vraiment beaucoup de symptômes et plusieurs troubles, en tout cas assez sévères. On va voir qu'une bonne majorité a déjà eu au moins un trauma dans l'enfance. Et donc on s'est dit, parmi ceux-là, est-ce que ça rajoute du poids? Et ça, par exemple, ça a été bien montré dans le trouble bipolaire, et notamment par un de nos collègues, le professeur Étain, qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est comment l'adversité dans l'enfance, elle augmente le risque de trouble mental, mais aussi quand vous avez un trouble mental, elle vous donne une trajectoire qui est pire. D'où, encore une fois, le double intérêt de s'en occuper. Donc, par exemple, dans cette étude qu'on a publiée en 2022, sur presque 300 patients qui avaient un diagnostic standardisé d'addiction à la cocaïne, 58% qui ont au moins un type de trauma d'après un questionnaire qui est le CTQ, je vous montrerai 2-3 questions juste après. Et en noir, vous avez le nombre et donc la proportion, la colonne en tout, elle fait 100%, des personnes qui ont fait dans leur vie, qui ont une histoire suicidaire qu'on a qualifiée de sévère, soit parce qu'ils ont fait plusieurs tentatives de suicide, soit parce qu'il y en avait au moins une qui était grave. Et alors elle est grave soit parce qu'il y a eu besoin de soins médicaux juste après, soit parce que le moyen utilisé était violent. C'est une façon de les catégoriser, mais là aussi le risque suicidaire, c'est encore un autre... C'est une nomenclature un peu complexe, mais c'est un parti pris qui a un peu de littérature. Et donc ici, vous avez en gris, quand on a eu 0 trauma et qu'on a une addiction à la cocaïne, on n'a pas 0 risque d'avoir une histoire suicidaire sévère. Et puis quand on a 5 traumas, c'est le maximum nombre de types de traumas avec ce questionnaire, abus sexuel, abus physique, abus émotionnel, négligence physique et négligence émotionnelle. Et donc quand on a 5 types de traumas, on multiplie par 8 la probabilité d'avoir une histoire suicidaire sévère, et vous voyez ici que c'est le moment où ça devient la majorité du groupe. Alors c'est des petits effectifs là, mais c'est-à-dire qu'au-delà de 4 types de traumas rapportés et mesurés par ce questionnaire, il y a une majorité de personnes qui a une histoire suicidaire sévère par rapport au reste de la population. Et donc, c'est vraiment cette question de l'effet dose. Alors, comme je travaille dans une unité où il y a beaucoup de pharmacologues et de toxicologues, dès que je dis effet dose, ils font des grosses réactions allergiques, parce que l'effet dose, soi-disant, c'est qu'un produit qu'on met dans le corps, et plus on en met, plus la réaction est forte. Voilà. Sauf que, voilà, jusqu'à preuve du contraire, c'est une réaction, entre autres, du cerveau, ce qu'on est en train de regarder là. Donc, voilà, on peut... S'il n'y a pas trop de pharmacologues irritables, ici, je vais pouvoir dire quand même effet dose. En tout cas, ça suggère cet aspect effet dose. Donc, ça a aussi des implications un peu pour la prévention, finalement. Alors, est-ce qu'il y aurait des mécanismes? Alors là, il y a eu beaucoup de publications. C'est très difficile dans ce qu'on appelle les phénotypes complexes, c'est-à-dire, en gros, la plupart des maladies et la plupart des troubles et des symptômes qu'on a en médecine et a fortiori en santé mentale, d'attribuer des causes, parce que ce qu'on mesure très souvent, c'est les associations. Et souvent, au mieux, on fait un petit peu de causalité parce qu'on a vu un truc prospectif. Alors pour ça, au moins, l'adversité dans l'enfance, on a au moins la chronologie. Le questionnaire dont je vous parlais, le CTQ, il est assez stable rétrospectivement. Il est vraiment fait pour demander à des adultes comment s'est passée leur enfance. Et donc, au moins, on se dit, on a un tout petit peu de causalité. Ils ont eu des problèmes dans l'enfance. Et là, on mesure des problèmes à l'âge adulte.
ça fait un peu causalité, cet aspect prospectif, on va dire, les problèmes dans l'enfance et la santé à l'âge adulte. Alors, sauf que les problèmes dans l'enfance, par exemple, on peut aussi avoir des liens génétiques entre les problèmes et les difficultés d'éducation par les parents, et de transmettre une vulnérabilité génétique aux addictions, aux enfants. Et donc on pourrait voir un lien qui serait le trauma, et en fait le lien ne serait pas le trauma, le lien serait entre la cause des traumas chez les parents et la transmission génétique de troubles comme les addictions chez les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas actuellement. Dans nos études aussi, dans ce que je viens juste de vous montrer, on n'a pas mesuré beaucoup d'éléments extrêmement importants, notamment c'était la thématique de Patrice Louvier juste avant, là on n'a pas regardé l'effet éventuellement du trouble borderline et du trouble de stress post-traumatique sur la sévérité, on va dire globalement, de la trajectoire des addictions. Et clairement, on trouverait un lien. Donc d'ailleurs, ça c'est prévu dans l'avenir. Alors juste pour que vous sachiez que ça existe, parce que c'est quand même important, justement pour essayer d'attribuer de la causalité, puisque on ne peut pas exposer... Alors en fait, on peut faire des études de jumeaux, par exemple, en génétique. Vous savez, des jumeaux séparés à la naissance, on a le droit de les étudier, et on se dit, quand même, ils ont le même patrimoine génétique dans deux familles différentes, c'est quand même... Et ça a donné effectivement beaucoup de choses très intéressantes pour réfléchir aux aspects, non pas d'hérédité, mais d'héritabilité des troubles mentaux, qui ne sont pas strictement héréditaires, fort heureusement. Un autre moyen d'attribuer la causalité, c'est de faire des modèles animaux. Parce que là, on a le droit, moyennant beaucoup de précautions, et les chercheurs dans les laboratoires passent plus d'heures par jour à remplir des papiers. Une partie, c'est tout à fait légitime, évidemment, pour dire comment les animaux ne souffrent pas, etc., etc. En tout cas, ça permet d'avoir des idées. Par exemple, tout simplement, on a des modèles de stress prénatal, donc dès la gestation. Par exemple, on utilise notamment un modèle sur le rat, parce que le rat a quand même un cerveau un peu plus complexe que la souris. Et aujourd'hui, les primates non humains, on va dire, pour la recherche, sont assez inaccessibles. Et donc, chez le rat, qui a une... D'ailleurs, quand vous exposez un rat à la cocaïne, il y a à peu près le même pourcentage qui développe une consommation. Donc, c'est une autoconsommation. Il appuie sur un levier, et parfois, c'est très dur d'avoir le produit. Et la cocaïne lui est injectée, et donc il a l'effet. Il y a à peu près 15 à 20% des rats seulement qui continuent de s'acharner sur le levier, même quand ça devient dur, et les autres lâchent l'affaire. Et c'est à peu près les mêmes chiffres, puisque si vous prenez des usagers réguliers de cocaïne et que vous regardez combien de pourcents ont les critères d'addiction, on est entre 15 et 20% en population humaine. Donc j'aime toujours rappeler ce chiffre, parce qu'on a vraiment les mêmes. Les rats exposés à la cocaïne ont le même taux de symptômes d'addiction, c'est pas vraiment la maladie, que les humains exposés à la cocaïne. Donc on a des modèles de stress prénatal, c'est-à-dire pendant la gestation, et on a des modèles après notamment de séparation maternelle, et on regarde aussi à quel moment et je dirais avec quelle durée cette séparation maternelle va le plus après influencer, par exemple, chez les rats, la réponse à la cocaïne. Et donc, clairement, la séparation maternelle, ça augmente justement ce pourcentage de rats qui, au lieu de lâcher l'affaire parce que l'appui sur le levier, ça devient trop pénible pour avoir juste une dose de cocaïne, et ben vous avez jusqu'à 2 fois plus de rats, si ce n'est encore un peu plus, qui vont appuyer sur le levier et s'acharner à avoir de la cocaïne. Il y a plein d'autres modèles, je ne suis pas là pour décrire tout ça, mais et en fait, ce qui est intéressant chez l'animal, c'est que le cerveau du rat, il y a des structures quand même, une partie des structures intéressantes pour les addictions qui sont similaires à celles de l'humain, en tout cas pour la réponse, par exemple, à des substances dites renforçantes, ce qu'on appelle un peu trop le circuit de récompense, c'est plutôt un circuit de renforcement et d'apprentissage et de motivation. Et donc ça, les structures sont bien conservées entre le rat et l'humain, donc on a fait quand même des découvertes intéressantes avec ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez un mix adversité de l'enfance, on va dire chez le rat, pré-traitement par la nicotine, vous augmentez encore le risque qu'il s'accroche à la cocaïne. Donc ça, on peut vraiment comme ça, mais alors là il faut des dizaines et des dizaines d'animaux, c'est 4, 5, 10 ans d'expérience, etc. Mais en tout cas, on arrive à avoir ce niveau de complexité, on est loin de l'humain, mais quand même. Donc ça, c'était pour rappeler que ça existait. Et donc, chez le rongeur, clairement, cette séparation maternelle, ça augmente les taux de cortisol circulant. Le cortisol, qu'on peut caricaturer un peu par hormone du stress, elle est bien pratique. Le cortisol, c'est bien pratique quand vous devez courir après un bus. Quand vous avez un truc à rendre pour le lendemain, vous êtes plus vigile, vous avez un peu moins besoin de dormir, etc. Mais le problème, c'est que les traces biologiques de l'adversité, notamment sévère dans l'enfance, c'est en partie la mauvaise régulation du système du cortisol,
Et on va voir après que ça peut passer, par exemple, par de la méthylation sur l'ADN. Donc beaucoup de déséquilibres de neurotransmission, mais alors là, ça va dans tous les sens, parce que le problème de la neurotransmission, c'est que souvent on parle d'un neurotransmetteur, on entend énormément parler de dopamine et de sérotonine, globalement, c'est les deux qu'on entend le plus. Et donc on a l'impression que c'est des circuits étanches, vous voyez, comme s'il y avait des compartiments étanches. Et en fait, le cerveau, c'est une espèce de bain, comme ça, les neurones baignent, et en fait, c'est les cellules de support, en plus du cerveau, qui font passer aux neurones ou pas divers éléments. Et donc quand on étudie soit que les neurones, soit qu'un circuit, soit qu'un neurotransmetteur, ça dépend comment on le présente et l'objectif de l'étude, mais souvent on étudie un truc très parcellaire. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de données. Et là, vous voyez, sur c'est une coupe de cerveau. Chez l'humain, on a aussi ces problèmes de cortisol, de récepteurs. On a des récepteurs dans le corps qui informent le cerveau du taux de cortisol circulant pour pouvoir dire après aux glandes surrénales, là c'est bon, ça y est, on a eu le bus, la présentation est passée, c'est bon, on peut arrêter le cortisol, là, parce que sinon, le cortisol, c'est neurotoxique, pour le coup. Et bien justement, dans les traces biologiques des traumas dans l'enfance, on a un défaut de régulation de ce système, et le cerveau est mal informé, et le cortisol, entre autres, peut continuer à être sécrété trop fort, trop longtemps, notamment en réponse à un stress. Et donc c'est potentiellement une des bases biologiques, là aussi très partielle, de l'hyperréactivité au stress qu'on peut observer comme séquelles, on va dire, de trauma dans l'enfance, et évidemment, par exemple, dans le trouble borderline, mais pas que. Les deux résultats, à mon avis, ici, les plus intéressants, c'est que vous avez des flèches pour dire, est-ce que les traumas dans l'enfance, là, c'est des données de méta-analyse, ont été associés à une augmentation d'activité de cette région cérébrale, ou une diminution d'activité, ou de volume. Bon, ils ont un peu tout mélangé. En fait, un des seuls où il n'y a pas une flèche dans les deux sens, d'accord, par exemple, si on se dit, ah oui, le cortex préfrontal, très intéressant, c'est vraiment la zone qui commande le reste, etc., de planification, de prise de décision, là, il y a les études, on ne peut pas trancher si quand on a eu des traumas dans l'enfance, le cortex préfrontal est plus actif ou moins actif. C'est pas étonnant, parce qu'en vrai, ça peut être une source de résilience, par exemple. Une réponse possible chez un individu qui, par ailleurs, a d'autres facteurs éventuellement de résistance ou de résilience, peut être que son cortex préfrontal a été plus musclé, d'accord ? Et en partie, peut-être que cette hyperactivité qui l'a protégé a été stimulée par les traumas dans l'enfance. Alors là aussi, c'est pas une question de dire que grâce au trauma, la personne est devenue meilleure, pas du tout, mais peut-être, en tout cas, que ces résultats qu'on trouve dans les deux sens, c'est parce que quand il y a eu des événements aussi stressants et traumatogènes, certaines zones cérébrales, en fait, se sont, je dirais, consolidées et ont peut-être permis de la résilience. C'est une idée comme ça. En revanche, là où ça marche à tous les coups, c'est le striatum dorsal. Le striatum, c'est la zone d'automatisation des comportements qui ont été renforcés. Et c'est une de nos grandes pistes dans les addictions, même si ça ne se résume pas à ça, c'est tout petit, le striatum. Mais en fait, c'est la zone où les comportements deviennent automatiques. Et dans les addictions, il semble que quand on est en réponse à un stimulus lié à un produit, ou tout simplement à l'effet du produit, c'est le striatum dorsal qui orchestre le comportement, donc notamment une consommation ou de reprendre une consommation, et c'est un comportement qui est automatique. Alors que le striatum ventral, là aussi très schématiquement, il prend toutes ces informations sensorielles de la mémoire pour dire « Ah non, mais non, la dernière fois que j'ai fumé un joint, après j'ai dormi pendant 3 jours, ou alors j'ai fini aux urgences parce que j'étais complètement allumé. Donc non, là je vais peut-être pas en reprendre. » Le striatum dorsal, lui, il dit « c'est bon, on y va. Hop. Joint égale je fume, et puis voilà. Et puis peu importe ce qui se passe. » L'autre zone, c'est l'amygdale. Alors l'amygdale, c'est tout petit, mais c'est déjà en soi très compliqué, mais qui est une zone, on va dire, L'amygdale, ça attribue une couleur positive ou négative aux événements et aux souvenirs, très brièvement. Et donc ça fait partie de ce circuit, pour dire en gros, qu'est-ce qui est bien pour soi et qu'est-ce qui est moins bien pour soi, on va dire. Et clairement, chez l'humain, l'hyperréactivité émotionnelle est très importante, et on le voit ici, c'est une échelle que Patrice Souville a présentée, l'échelle de difficulté de régulation des émotions. Et en fait, là, vous avez, par exemple, le score en fonction du score d'abus émotionnel ici. Vous voyez que plus le score d'abus émotionnel, toujours au CTQ, est élevé, plus le score de difficulté de régulation émotionnelle est élevé. Et donc là, on voit assez bien comment ça se fait peut-être par vague, les conséquences des traumas dans l'enfance. Sûrement une vague un peu biologique qui nous reste encore à bien caractériser. Et puis cette difficulté de régulation émotionnelle qui a aussi un effet dose. Et alors la méthylation, c'est très important parce que les gènes, en fait, on a tous les mêmes gènes, d'accord ? Enfin, par espèce en tout cas. On en a 25 000, donc c'est pas non plus des millions. C'est 1% du génome qui code, donc qui a une information qu'on comprend.
qui se transforme en protéines et qui fait s'activer l'organisme. Les 99% restants, c'est pas qu'on ne sait pas à quoi ils servent, mais on ne sait pas tellement à quoi ils servent. Ils servent notamment à réguler l'expression des gènes. Et en fait, toutes les cellules ont les mêmes gènes, et en fait, la façon dont les gènes s'expriment font qu'on peut aller de la peau aux neurones, aux cheveux, au pancréas, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, l'ADN, il n'est pas accessible. Il faut imaginer la tête de lecture d'un vinyle, par exemple. La méthylation de l'ADN, vous mettez de la poussière sur un sillon du disque, et puis vous avez un morceau qui ne passe plus. D'accord ? La méthylation de l'ADN, c'est une réaction chimique qui est augmentée, notamment quand on a eu des traumas dans l'enfance. Et quand vous ajoutez cette méthylation sur votre ADN, la tête de lecture, parce que l'ADN, c'est vraiment... L'ADN, il s'ouvre comme une fermeture éclair, il y a une tête de lecture qui passe d'un côté ou de l'autre pour lire le gène. Et la tête de lecture, elle bute physiquement s'il y a trop de composés chimiques à type de méthylation à cet endroit-là. Et le gène est moins lu, voire il n'est pas lu. Donc là, on a un lien, et c'est probablement le lien direct qui explique que dans les traumas dans l'enfance, on a généralement moins de récepteurs aux corticoïdes, vous savez, qui nous informent si on a suffisamment stressé ou pas. C'est entre autres expliqué par ça. Il y a autre chose aussi, c'est que l'ADN, il est compacté dans des histones, et qu'il y a de la régulation qui fait qu'il est plus ou moins compacté. Donc d'abord, il faut que ça s'ouvre en décompactant, et il faut ensuite que la tête de lecture, elle ne bute pas sur ce qu'on appelle donc des composés chimiques liés à la méthylation, pour pouvoir lire correctement le gène. Il y a même des études qui suggèrent, mais enfin là je ne les ai pas mis, c'est assez spéculatif, que certains types de traitements plutôt psychothérapeutiques, mais aussi probablement pharmacologiques, peuvent rendre un peu réversible ce phénomène de méthylation. Mais alors on n'est pas encore... Alors pour terminer, concrètement on fait quoi ? Donc déjà les mécanismes, on ne les a pas totalement. Même si avec le cortex préfrontal et cette histoire de dire tiens, est-ce qu'on peut pas le remuscler un peu, il y a sûrement une piste. Donc comment on dépiste, nous, en addictologie ? En même temps, si on ne pose pas la question, on n'a pas l'info. C'est toujours pareil. Mais 5 ans après, on dit dis donc, en fait, il a été violé par toute sa famille pendant 5 ans. Enfin, c'est dommage quand même de ne pas avoir eu l'info plus tôt pour orienter un peu les soins, pour dire les choses un peu caricaturalement. Donc souvent, on commence par des questions vagues et on demande un peu l'autorisation à la personne qu'on reçoit de préciser. Et surtout, nous, on ne fait pas raconter. Ça, on sait que on ne fait surtout pas de débriefing, y compris quand c'est des choses récentes. Ce qu'on veut savoir, c'est s'il s'est passé des choses. On ne fait pas raconter. On explore souvent d'abord les ruptures. Ça, en addictologie, on en a beaucoup, d'être trimballé entre... alors, soit d'être à la maison et il n'y a personne, parce que les parents sont dehors. Souvent, le père, d'ailleurs, est absent assez tôt. Dans ces familles-là, on verra si ça change avec les générations futures, mais une fois qu'on a exploré un peu les ruptures familiales, on peut un peu plus explorer éventuellement les agressions, les traumas, et souvent on peut commencer par les agressions récentes. Tiens, j'ai vu que vous étiez passé aux urgences vous vous êtes fait taper dessus en 2022, là on a votre compte rendu dans l'ordinateur, et on peut demander est-ce que ça vous est déjà arrivé avant ? Et puis on remonte, adolescents, enfants, etc. Donc ça c'est une façon d'explorer. La mesure par le CTQ, c'est un peu les mêmes questions que dans l'ACE tout à l'heure, mais en fait à chaque fois on répond 0 jamais, à 4 très souvent. Il y a 5 types de traumas qui sont explorés. Il y a même des questions de déni qui sont faites pour estimer à quel point éventuellement la personne a répondu un peu toujours dans le même sens pour pas justement répondre précisément sur sa situation. Et les questions aussi souvent sont inversées, sont régulièrement inversées. C'est-à-dire parfois en fait quand on répond 0 c'est le pire par rapport à la question, et parfois c'est 4. Que ça évite que les gens fassent une grande barre sur le 0, ou une grande barre sur le 4 ou le 3. Évidemment, après, dans le calcul, on inverse. Les possibilités de prise en charge, parce qu'effectivement, il faut s'en occuper de ça. Évidemment, le soutien familial, l'aide sociale à l'enfance, qui est quand même... je ne sais pas si elle est moribonde, je ne sais pas comment dire, mais enfin, c'est quand même... c'est quand même un domaine à la fois très précieux et très... sous-dotés, etc. L'étayage scolaire quand même, et évidemment le traitement des troubles mentaux chez les parents. On l'a vu tout à l'heure aussi avec certains chiffres présentés par Patrice Louville. Ça aussi, ça aide. Et en fait, alors là pour le coup, en ce qui me concerne un peu plus, à l'âge adulte, on fait quoi ? Limiter l'aggravation, en gros on limite la casse. L'étayage social, le soutien financier. Notamment, on voit les personnes qui sont sans domicile, à quel point les traumas se répètent, alors, notamment les femmes. Alors typiquement là, c'est dans les endroits où il y a la consommation de crack très concentrée sur Paris,
voilà, les femmes se font agresser sexuellement, alors plus ou moins à leur demande pour se payer du crack, mais enfin, je veux dire, on voit le consentement est quand même un peu limité, hein, quand vous vous prostituez pour du crack, c'est pas non plus le consentement absolu. Et donc, c'est des choses qui se répètent comme ça. Donc voilà, à la fois d'être sans domicile et d'être travailleur du sexe pour se payer des produits, ça arrive aussi chez les hommes, hein, plus qu'on croit, on mesure encore, à mon avis, pas assez. Intensifier la prise en charge addictologique et intensifier nos moyens aussi par rapport à ça, hein, et la recherche sur les traitements. Alors au niveau psychothérapeutique, on a pas mal d'avancées. Au niveau médicamenteux, c'est encore malheureusement un peu limité. Si on sort de tabac, opiacés et alcool, on n'a aucun traitement validé aujourd'hui pour les addictions. Et surtout, enfin, soulager des dimensions, et même les psychologues parlent de plus en plus de s'occuper de processus, c'est-à-dire indépendamment du diagnostic, on va essayer de mesurer à quel point telle personne, par exemple, a de grosses difficultés de régulation émotionnelle, telle autre personne est plus impulsive, telle autre personne a des grosses difficultés de planification, telle autre personne est gênée par des ruminations vraiment très envahissantes. Et c'est ça qu'on va cibler par rapport à dire, oui, on a élaboré un programme de psychothérapie, alors par exemple pour TDAH et addiction, pour troubles borderline et addiction, voilà, c'est sûrement intéressant. C'est assez vendeur aussi, parce que c'est plus facile à expliquer, on va dire, le message est plus simple. Mais probablement, c'est moins efficace que ce côté qu'on appelle transnosographique, transdiagnostique. Et ça, des choses évidemment comme les thérapies comportementales aussi de troisième vague sont intéressantes par rapport à ça. Donc si vous n'étiez pas encore convaincu, il semble quand même que l'adversité dans l'enfance, ça modifie la trajectoire psychologique et psychopathologique. Alors après, il faudrait raisonner aussi en nombre absolu, c'est-à-dire combien de pourcents de personnes qui ont vécu des traumas ont effectivement un trouble grave après l'âge adulte, mais on sait aussi qu'on ne les mesure pas bien. Par exemple, le trauma complexe, on ne sait pas si bien le mesurer finalement. L'adversité dans l'enfance a un effet biologique certain qui est un petit peu caractérisé, hein, je vous en ai touché quelques mots. Et puis les soins aux personnes qui ont, alors ce que j'ai appelé des séquelles, j'espère que c'est pas trop d'événements donc d'adversité dans l'enfance, sont complexes, parce qu'il peut y avoir plein de diagnostics, etc. Mais clairement, ils sont possibles, on a des pistes. Par contre, là aussi, il faut des moyens humains, que ce soit pour le côté prévention, comme on disait, mais aussi évidemment pour les soins. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.